Donc le plaidoyer des jeunes offre l'opportunité à 10 porteurs et porteuses de projets, 10 jeunes, mais aussi moins jeunes, de prendre la parole sur scène pour présenter des initiatives liant habitat et également culture, donc sur la scène de l'Auditorium du Louvre. Et je suis particulièrement touchée de les présenter ce soir, ayant moi-même été, il y a quelques années maintenant, lauréate du plaidoyer des jeunes, mais cette fois pour le vivant. Et je me souviens justement à quel point j'étais terriblement tétanisée et angoissée, et je le suis encore aujourd'hui en fait, de prendre la parole sur cette scène et de me présenter face à vous. Et c'est pour cette raison que pour la 2e année consécutive, nous avons fait appel à Eloquentia, et je vois qu'Aglaé est juste là, donc je vous remercie, pour accompagner les jeunes et les préparer pour cet exercice et pour prendre la parole face à vous. Je vais maintenant laisser la parole à la marraine de ce plaidoyer, l'autrice et illustratrice Marion Fayolle, que j'admire profondément depuis des années, parce qu'elle parvient, avec une infinie poésie, à mettre en dessin ce que parfois les mots ont du mal à dire. Et pourtant, les mots, elle les manie parfaitement, puisqu'elle a sorti, il y a quelques années maintenant, un recueil de poésie, qu'elle qualifie d'ailleurs de dessin fait de mots, et qu'elle vient de sortir son 2e roman. Mesdames et messieurs, Marion Fayolle. Je suis très contente d'être là pour vous parler. En fait, je me suis rendu compte que sans vraiment le faire exprès, depuis le début, parce que donc moi j'ai fait l'école des arts décoratifs à Strasbourg et je suis diplômée depuis 2011, donc ça commence à faire un petit moment que je fais des livres, parfois des livres dessinés, parfois des livres que de mots, et je me suis rendu compte que la maison était un motif qui revenait sans cesse dans mon travail. Et que très souvent, d'ailleurs, un livre commençait par cette image mentale de déposer une petite maison et de faire habiter des personnages dans cette maison jusqu'à ce que la maison se défasse. Et pour moi, la maison, c'est pas seulement une architecture, c'est presque quelque chose de symbolique. Donc, parfois, par exemple, dans mon roman du même bois, c'est l'idée d'une maison qui serait comme une sorte de frise de vie, puisque ça parle du monde paysan. Et dans une ferme, dans un corps de ferme, on est d'un côté du bâtiment, on grandit, et puis on travaille à la ferme. Et puis à un moment donné, on est vieux, et donc on habite de l'autre côté du bâtiment jusqu'à mourir et à laisser sa place, ainsi de suite. Comme si la maison, en fait, était une sorte de chemin tout tracé, et que l'existence consistait simplement à naître d'un côté du bâtiment et à mourir de l'autre. Là, dans mon nouveau livre qui s'appelle « Petit fruit qui vient de paraître », ça questionne le désir d'enfant, et la maison est aussi très importante dans le vide, puisqu'il y a une chambre, la chambre du fond, qui reste vide, et cette chambre du fond, c'est aussi le ventre de la femme. Voilà, donc c'est quelque chose qui revient sans cesse, et j'ai décidé aujourd'hui de porter une attention surtout sur un livre que j'ai fait qui s'appelle « La maison nue ». Donc je vais un petit peu vous raconter cette histoire. Moi, quand je fabrique des livres, je pars rarement d'une histoire, je pars vraiment d'images, et j'essaie de me laisser guider par des sortes d'intuitions. Donc là, la maison nue, ça raconte, si une histoire il y a, enfin il n'y a pas vraiment d'histoire, mais l'idée de base, c'était de faire cohabiter dans une maison 3 personnages, sachant que cette maison, à la fin du livre, elle allait être cassée. Et c'est quelque chose que les personnages, ils sont au courant dès le début qu'ils vont cohabiter dans une maison faite à disparaître. Et il se trouve que ces personnages-là vont avoir un rapport, eux aussi, un peu bizarre, comme ça, à la construction, à la destruction. En tout cas, ils n'ont pas peur de vivre de manière éphémère ensemble, et ils n'ont pas peur non plus au quotidien de se casser. Alors, pour construire ce livre, j'ai vraiment réfléchi à qu'est-ce que c'était que cohabiter, qu'est-ce que c'était que vivre ensemble, qu'est-ce que c'était que faire architecture ensemble. Et il se trouve que j'avais accompagné 2 ans avant un chorégraphe qui s'appelle Thierry Thieu-Niang, et que j'avais été très jalouse parce que je m'étais dit c'est merveilleux quand on est chorégraphe parce qu'on travaille avec d'autres gens, et parfois on intègre à notre processus créatif des idées qui viennent de l'extérieur.
Et je trouvais que le dessin avait une forme de supériorité parce qu'on n'a pas besoin de, il n'y a pas de délai, tout est possible en fait. On prend notre papier et puis en quelques heures, on peut fabriquer ce qu'on a dans la tête, mais il y a une forme de limite qui est quand même celle de la solitude. Donc pour ce livre-là, j'avais invité 3 danseurs à la maison. Et j'avais réfléchi avec eux à comment on peut danser la maison, comment on peut s'empiler, comment on peut faire architecture ensemble. Et moi, je prenais le relais ensuite en dessinant. Donc là, on voit la maison qui va se faire installer. Et j'avais décidé que les 3 personnages dans le livre allaient être habillés de costumes de briques. Et je me questionnais sur comment, en fait, j'allais pouvoir prendre le relais du corps par le dessin. Parce que le corps physique a une forme quand même de limite qui est celle de la réalité. Donc, on peut faire maison, mais on reste des corps empilés les uns sur les autres. Donc, très vite, je me suis dit, ce qui est bien avec le dessin, c'est que je vais pouvoir faire des choses que j'aurais pas pu faire en vrai, à partir de gestes et d'intentions qu'on a imaginés, non pas par les mots, non pas par le scénario, mais directement par le corps et par le geste et par l'expérience comme ça, un peu presque improvisée, d'être ensemble et de danser la maison, de faire maison. Donc par exemple, il y a un des danseurs qui disait sur une maison, souvent il peut y avoir du lierre. Donc on a réfléchi à cette idée de comment on peut danser, comment on peut s'extirper du lierre. Donc le dessin me permet de faire exister quelque chose que j'aurais pas pu faire en vrai, et très vite d'imaginer un personnage qui s'échappe comme ça de sa prison de lierre, et cette espèce de fantôme végétal qui va venir habiter un autre corps. Sur l'image d'à côté, c'est un moment où les briques tombent du plafond, comme une sorte d'inondation de briques, et où les personnages vont être pris comme ça dans un flot, comme s'ils étaient coincés dans une sorte de mur entre l'intérieur et l'extérieur. Très vite aussi, quand est venue l'idée de danser la maison c'est aussi la fenêtre. Donc on a imaginé avec les danseurs des gestes qui seraient ceux d'ouvrir des fenêtres, d'ouvrir quelque chose en eux. Et moi, je pouvais après dessiner ce que nous ne pouvions pas faire, puisque je pouvais vraiment faire des trous dans les abdomens, dans les ventres. Imaginer que les personnages puissent du coup se traverser par certains gestes, et puissent aussi, d'une certaine façon, échanger des petits fragments d'eux-mêmes, puisque à la fin de ces pages-là, les personnages ne repartent pas avec l'espèce de store qui correspondrait à leur texture, mais partent avec des briques qu'ils ont empruntées les uns aux autres. Danser la maison et vivre dans une même maison sous forme de colocation, c'était aussi peut-être comment on peut se cimenter, comment le temps de cette expérience, avant que la maison se casse, les corps réussissent à tenir les uns aux autres et à faire une sorte de fortification ou de mur. Donc là, les personnages se collent avec une sorte de mortier. Puis vient le temps d'essayer de se désolidariser. Et au lieu de récupérer leurs contours et de repartir indemne de cette histoire de colocation, ici dans le livre, et parce qu'on est sur du dessin, alors les personnages ont été affectés par le fait de vivre ensemble, et leurs contours sont redéfinis et ils repartent avec une forme de déformation. Ils ont des petits morceaux d'eux qui sont restés collés sur la personne qui était à côté, et puis ils ont aussi emporté avec eux un petit morceau les uns des autres. Et je crois que c'est vraiment là que je situe le dessin dans sa capacité en fait à prendre le relais sur la réalité, à pouvoir l'emmener encore plus loin, à pouvoir faire exister des choses qu'on ne pourrait pas faire exister, et du coup aussi à montrer de manière concrète des émotions,
des pensées abstraites. Qu'est-ce que c'est que vivre ensemble? Qu'est-ce que c'est que se rencontrer? Qu'est-ce que c'est que reprendre sa liberté? Qu'est-ce que c'est que se co-construire aussi? Donc tout ça, je le questionne sans cesse dans le livre. Les moments que je vous ai montrés avec les personnages en briques, ce sont des sortes d'interludes dansés, mais il y a aussi des moments où les personnages ne sont pas habillés de briques et sont des personnages avec chacun un vêtement de couleur. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont un double, ils ont leur double de briques, ils ont leur double maison, et puis ils ont leur corps un peu plus réaliste comme ça. Donc pareil, avec les danseurs, on s'est questionné sur comment faire cloison, comment faire architecture, comment faire plan. Donc ils se sont couchés au sol, ils ont essayé de définir des espaces. Et donc de temps en temps, dans le livre, les personnages habillés de briques, comme des petits danseurs, vont venir aussi être l'architecture, vont venir faire des pièces, dessiner des espaces. Et va se poser la question de est-ce que dans une autre disposition, à un autre moment, ils auraient réussi ou pas à s'entendre? Est-ce qu'une fois que la maison sera détruite, ils vont se séparer, ou est-ce qu'ils vont la construire autrement, la déplacer, l'emporter ailleurs? Voilà. Je pense que il y a aussi dans la structure même de la bande dessinée quelque chose qui est très proche du plan ou de l'architecture, puisque dans l'idée de dessiner des cases, soit on voit une succession de cases, soit on voit aussi presque une maison, une construction. Et ici, dans la maison nue, on va voir la femme en jaune qui va venir en fait décoller le coin de la pièce, comme si ça devenait un drap, et que derrière le mur vivait une vieille femme qui serait cette vieille maison, qui serait aussi une sorte de métaphore de cette vieille bâtisse qui arrive en fin de vie et qui va bientôt mourir. Donc il y a sans cesse des petits jeux comme ça entre qu'est-ce qu'est le dessin, qu'est-ce qu'est la case, qu'est-ce qui se passe quand le dessin se plisse, quand derrière les murs, tout d'un coup, on trouve un humain et qu'on peut parler avec, etc. Ici, c'est un autre moment du livre où j'ai imaginé une sorte de tête tente 2 secondes, en fait, dans ce livre-là aussi, les 3 personnages ont un rapport très compliqué avec le monde extérieur. C'est comme si la maison, c'était leur carapace. Donc il va y avoir un personnage, le personnage qui est en bleu, qui est un auteur, et il essaie d'écrire, mais il a tellement peur du monde extérieur qu'en fait, il ne sort jamais de la maison. Et les seules choses qu'il apprend de l'extérieur, c'est des choses qu'il a lues dans des livres. Donc c'est toujours le monde extérieur est toujours traité par une sorte de filtre artistique ou littéraire, et donc c'est jamais lui qui expérimente vraiment sensiblement le monde parce qu'il en a très peur. Et il est empêché d'écrire, il n'arrive pas à écrire. Donc il y a cette femme-là qui fait des sortes de va-et-vient entre le monde du dehors et la maison, qui lui propose à un moment donné de lui prêter sa tête, qui lui propose de rentrer dans ses pensées pour l'aider à aller vers l'écriture. Et donc concrètement, elle va vraiment créer avec son visage une sorte d'habitation comme ça, une tente dans laquelle il serait invité à rentrer. Et je pense que c'est une métaphore très importante de ce que ça peut être que l'idée d'écrire des livres aussi, parce que c'est ça, c'est accepter de faire rentrer des gens dans sa tête, c'est accepter une forme d'intrusion qui est celle du lecteur, et c'est le temps d'une lecture montrer, être d'accord pour que des gens voient le monde à travers un prisme qui est le nôtre. Et moi, quand je lis, j'ai souvent cette sensation-là
de rentrer dans un monde, de rentrer dans une architecture, de rentrer dans une tête, de rentrer dans une tente et de pouvoir faire l'expérience de l'altérité d'une certaine façon. Hop. Donc ici, c'est ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure avec cette idée que la bande dessinée, c'est aussi une architecture. Donc là, cette maison, elle s'inquiète parce qu'elle va bientôt être détruite. Et la veille de la démolition, ses habitants se disent que peut-être il faudrait lui chanter une chanson ou la bercer pour pas qu'elle ait trop peur. Donc ils se mettent à chanter en se balançant d'un côté, de l'autre, et quelque part ça a fait bouger la maison comme si elle se laissait bercer, qu'elle se laissait apaiser et qu'ils étaient en train de la tranquilliser. Et c'est aussi eux qu'ils essaient de consoler, parce que c'est la fin de cette colocation, de cette espèce de temps comme ça, de partage éphémère très fort, où ces trois personnes vont apprendre à se découvrir. Et il se trouve que, au début, je me disais que c'était quand même un peu triste que la maison se casse. Et finalement, je me suis rendu compte que peut-être le moment où la maison se casse, c'était peut-être juste une sorte de grande métaphore de ce qu'était la rencontre véritable, puisqu'au début du livre, les trois colocataires vivent chacun dans une pièce, comme s'ils vivaient chacun dans une case, chacun dans un espace qui est séparé. Et finalement, quand l'architecture tombe et que la maison se casse, c'est comme s'il n'y avait plus aucune cloison entre eux et comme s'ils avaient réussi à se découvrir et à se voir nus. Donc c'est aussi à ce moment-là du livre que les petits personnages habillés de briques vont s'éplucher, vont se défaire de leurs vêtements, non pas comme si c'était un costume, mais vraiment comme une sorte de peau de mandarine, et vont en fait s'être rencontrés, s'être vus nus, ne plus avoir aucune architecture, ne plus avoir aucune carapace, aucune brique, aucune séparation, aucune cloison entre eux. Et donc je me suis rendu compte que cette espèce de moment un peu triste, quelque part, était finalement le moment le plus beau, le moment où l'architecture tombe et où on se voit les uns les autres véritablement, où quand on se parle, on s'entend, où il n'y a plus de murs, où il n'y a plus de division. Voilà ce que je peux à peu près raconter sur la maison nue. C'est aussi ça qui m'intéressait dans ce titre de la maison nue. C'était la maison, c'est l'habillage. Comment une maison, elle peut être nue. Et je pense que c'est quelque chose qui revient sans cesse en fait comme un moteur à écrire, et que très concrètement, quand je fais un livre, il y a toujours un peu cette même idée-là, qui serait que ma tête, c'est une maison qui a une forme différente en fonction de ce que je veux raconter, et que les personnages, à la fois, c'est des entités séparées, mais c'est presque des pensées que je vais faire cohabiter, et que finalement, le moment où les pensées vont s'être mises d'accord, alors peut-être que le livre va être fini et que la maison va être cassée pour être reconstruite autrement au prochain projet. Et voilà, donc c'est aussi tout un dialogue sur l'acceptation de l'éphémère et de l'idée d'accepter une part sans cesse de démolition comme force de vitalité, force de réflexion et force de réinvention aussi. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.